Donc, l'oratrice suivante, c'est Madame Aïtsab qui va nous parler. Bon, sur le programme, c'est marqué maladie de Niemann-Pick, symptômes et diagnostics. Je ne sais pas si elle va nous parler de la maladie de Niemann-Pick ou des maladies de Niemann-Pick. Donc, c'est à vous de... Salam alaikum. Tout d'abord, je suis très contente d'être parmi vous et j'ai l'honneur de prendre la charge de parler d'une maladie qui est encore plus rare que la maladie de Gaucher. Et l'objectif, en fait, c'est pas une maladie qu'on va voir tous les jours, mais c'est surtout de sensibiliser dans le même sens qu'a dit professeur Abkari. J'ai commencé sur un ton un petit peu pessimiste, parce que ça m'a marqué quand je travaillais mon topo. Et pour la Niemann-Pick, surtout pour le type A dont je vais parler, ce sont des enfants qui n'ont qu'une enfance pour vivre toute une vie. Ça m'a vraiment marqué, comme toutes les maladies bien sûr pour lesquelles on est encore dans la difficulté thérapeutique. Si on est à l'aise avec la maladie de Gaucher, avec l'enzymothérapie substitutive, on ne l'est pas encore avec la maladie de Niemann-Pick, tout en sachant que c'est une maladie qui touche bien sûr donc tous les organes. Par excellence, quand on dit Niemann-Pick et on sensibilise nos résidents au cerveau, aux manifestations neurologiques, mais je vais vous parler des différentes formes où il y a une atteinte viscérale et même d'autres organes. Alors, vous voyez la lourdeur de la tâche si on voit la liste non exhaustive des partisans de la prise en charge de cette affection. Et il faut se dire qu'on ne peut pas travailler tout seul, il faut qu'on se mette la main dans la main pour pouvoir un petit peu vaincre ces maladies. Les vaincre, c'est les diagnostiquer tôt, comme a dit professeur Abkari, et bien sûr à établir un pont de communication entre nous, divers praticiens. On ne peut pas travailler tout seul. Alors, la maladie de Niemann-Pick, c'est un groupe de troubles métaboliques héréditaires graves. C'est une sphingolipidose, c'est une accumulation de lipides et de la sphingomyéline dans les lysosomes, des cellules et organes, notamment le système réticulo-endothélial, la rate, le foie, les poumons, la moelle osseuse, le cerveau. Il y a également d'autres organes, notamment le rein. Il implique un dysfonctionnement du métabolisme des sphingolipides et qui entraîne cette accumulation, elle entraîne un stress oxydatif des mitochondries, ce qui aboutit à l'apoptose des cellules. Et bien sûr, la rareté, elle implique un retard diagnostique. Alors, l'historique, toujours, ce n'est pas une maladie qui date d'hier. Vous voyez, en 1914, Niemann, il a diagnostiqué un enfant porteur d'une hépatosplénomégalie, lymphadénopathie, détérioration neurologique et qui est décédé malheureusement avant l'âge de 2 ans. Par la suite, Pick, il a découvert la cellule spimeuse, donc les cellules surchargent en cholestérol, et qui était semblable à la maladie de Gaucher, donc on était un petit peu dans le doute. En 1934, on a identifié la sphingomyéline, et en 1961, on a typé les maladies en type A, B et C pour dire en 1966, c'est là on a découvert le déficit en sphingomyélinase acide et bien sûr la génétique et tout ça, ils sont en train d'évoluer. C'est une maladie, comme j'ai dit, rare. L'incidence majeure pour le type A, elle est chez les juifs. Le type A et B dans toutes les autres populations, c'est 1 sur 250 000. Par contre, le type C, c'est 1 sur 150 000. Et c'est la forme qui a fait couler beaucoup d'encre. Si vous cherchez dans la bibliographie, vous allez trouver beaucoup sur C parce que ça touche l'adulte et ça donne un champ neurologique très vaste. Pour la classification de cette maladie, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie 1, donc, qui contient bien sûr le type A et le type B, et je vais détailler sous toutes ces formes, et la catégorie 2 qui est le type C, le type presque neurologique. Y a-t-il une hérédité? Oui, bien sûr, c'est une maladie autosomique à transmission autosomique récessive. Donc, on a 25% de malchance d'avoir un enfant atteint à chaque grossesse, et ceci pour toutes les formes de Niemann-Pick.
Cette hérédité, il est à base de mutations génétiques qui sont différentes entre les formes A et B et la forme C. Le gène dont les mutations sont responsables dans les types A et B est le SMPD1. Il y a plus de 180 mutations qui sont identifiées actuellement et 3 mutations qui sont très fréquentes chez les juifs qui constituent plus de 90% donc des cas. Et contrairement donc à le type A, plus de la moitié des enfants qui sont atteints de type B sont d'origine turque, arabe ou nord-africain. Une seule délétion, c'est cette délétion-là qui représente près de 90% des allèles mutants chez les types B d'Afrique du Nord. Et il y a un certain degré de corrélation génotype et phénotype. Voilà cette mutation pour le Niemann-Pick C qui est localisée sur le chromosome 18 pour le C1 et pour le transporteur C2, c'est le chromosome 14. Vous voyez 260 mutations qui sont identifiées pour le NPC1 et c'est la forme la plus fréquente. Ça peut être différents types de mutations, de missense, de délétions, de points de mutation. C'est pour ça qu'il y a une diversité génétique. Alors, concernant la physiopathie de cette maladie, donc, elle est secondaire à des mutations génétiques. Vous avez les structures des protéines correspondantes avec des données cellulaires qui conduisent le cholestérol hors la cellule. Là, ça ne se passe pas et donc il est accumulé en intralysosomal et entrant dans les cellules du système réticulo-endothélial. Si leur activité est diminuée ou absente de ces substances, il y a bien sûr le cholestérol qui n'est pas estérifié et qui va endommager toutes les cellules. Donc, on part d'une mutation qui va engendrer une déficience en sphingomyélinase pour le type A et le type B, qui va entraîner un blocage de la dégradation des lipides, accumulation des sphingomyélines et du cholestérol dans les lysosomes, élargissement des lysosomes et cellules affectées, création de vacuoles avec l'aspect mousseux ou spineux que nous décrivent nos anatomopathologistes. Vous savez que le transport du cholestérol, il est très important pour son homéostasie, elle est très importante pour le fonctionnement cellulaire et donc il est essentiel à l'intégrité fonctionnelle et quand le contenu cellulaire et la distribution intracellulaire sont étroitement régularisés par la synthèse de nouveau du cholestérol dans le système réticulo-endothélial. Et bien sûr, je vais vous expliquer ça. Quand il s'agit de type A ou B, on a dit qu'il n'y a pas de sphingomyélinase, c'est-à-dire l'enzyme qui va transformer le cholestérol, les sphingomyélines en céramide. C'est une forme qui est soluble et qui n'entraîne pas de dommages et qui est le cas normal. En l'absence de cette sphingomyélinase, nous avons une accumulation et on n'a pas de formation de ce céramide, ce qui va bien sûr endommager la cellule par un stress oxydatif. Concernant le type C, c'est un problème, donc pas d'enzyme, mais c'est un problème de molécules, de protéines transportrices du cholestérol à l'intérieur de la cellule. Et donc, en l'absence de ces protéines qui sont codées, donc la protéine NPC1 et la NPCO2, la NPC1, elle est beaucoup plus fréquente que la NPCO2. La NPC1, elle permet la sortie du cholestérol au niveau de la membrane grâce à des récepteurs et la NPCO2, elle transporte dans son filum terminal le cholestérol. Donc, en l'absence de ça, le cholestérol va s'emmagasiner et va endommager les cellules. Donc, comme j'ai dit, le NPC1, le NPC2, c'est une protéine soluble dans les lysosomes et le NPC1, c'est une protéine membranaire. Donc, regardez, donc le cholestérol, il va se lier à ces protéines donc, pour pouvoir sortir de la cellule et ne pas être nuisible. Alors, maintenant, on passe à la clinique. Comment se manifestent ces maladies? Eh bien, la maladie de Niemann-Pick type A, c'est une maladie, comme j'ai dit, autosomique récessive, qui est dans l'incidence 0,5 à 1 pour 100 000, forme infantile neurologique purement, elle peut être hépatique, je vais vous parler de ça. Elle est causée par la mutation en SMPD1, et c'est le gène qui code pour la sphingomyélinase acide, l'enzyme.
Il y a donc ces mutations communes qui représentent environ 97% des mutations. Les présentations cliniques, donc, elles peuvent être, la peau, elle peut avoir une pigmentation jaune-brun, et c'est des enfants qu'on peut parfois confondre avec les phénylcétonuriques. Il y a une hépatomégalie, splénomégalie, et là, c'est toute la discussion des étiologies des splénomégalies, des lésions pulmonaires étendues. Là, on a une infiltration interstitielle qui entraîne des tableaux respiratoires chez les enfants. On a une atteinte oculaire. Les ophtalmos, on les sensibilise toujours à la tache rouge cerise qui est très bien connue par eux. Et ce sont des enfants qui ont malheureusement un mauvais pronostic, qui décèdent généralement dans les 3 premières années de la vie. Alors, le type B, je me permettrai de dire que c'est une forme plus gentille que le A. Et c'est une hépatosplénomégalie le plus souvent qui se révèle par une thrombopénie. On a le diagnostic dans le cadre d'un purpura, etc. Il y a un retard de croissance, des manifestations pulmonaires, pneumonie lipidique. Elle est rarement symptomatique durant l'enfance. Donc, c'est des tableaux qui peuvent être viscéraux, neurologiques à travers le temps. Et il y a aussi des manifestations articulaires et osseuses. Et puis, il y a des manifestations neurologiques type syndrome extrapyramidal. C'est un sous-type modéré, toujours transmission autosomique récessive et forme atténuée avec forme tardive viscérale sans atteinte neurologique au départ. La biologie, elle est commune aux A et B. C'est une augmentation du cholestérol et du LDL, une augmentation des triglycérides, une thrombocytopénie, et qui est observée dans 39% des cas. On observe une élévation stable des transaminases hépatiques et une atteinte hépatique cholestatique. Pour le type C, c'est toujours une maladie autosomique récessive. Comme je vous ai dit, c'est une mutation des protéines transportrices et qui donne un déficit lysosomal distinct. Les produits d'oxydation du cholestérol tels que le cholestane 3-bêta, etc. Donc, ils ont été considérés comme des biomarqueurs sélectifs. Et on les cherche biochimiquement. Elle est longtemps confondue avec les types A et B et son incidence, elle est, je dirais, plus fréquente. Voilà sa présentation clinique. On part de l'anténatal. On peut avoir une acide, on peut avoir un hydrops, on peut avoir une forme néonatale sous forme d'une cholestase sévère ou d'une insuffisance hépatocellulaire ou d'un ictère, seulement un ictère prolongé dans le temps. Quand on n'a pas d'étiologie, il faut penser à ces maladies. Et vous voyez, donc, il y a une manifestation viscérale et vous avez des manifestations neurologiques. Donc, il y a des manifestations viscérales qui sont à type d'hépatosplénomégalie, qui peuvent donc persister dans le temps jusqu'à l'âge adulte, qui peuvent diminuer de volume. Et vous avez la forme infantile précoce, donc qui se manifeste par des signes neurologiques ou des signes hépatiques, des signes neurologiques, là je suis dans le neurologique. Et la forme infantile tardive, et là vous avez les convulsions qui commencent, les problèmes de langage, la cataplexie, la forme juvénile, découverte à l'occasion, donc parfois ça engendre des troubles scolaires, difficultés scolaires, ataxie, épilepsie, et on arrive à l'adulte, toutes les manifestations neurologiques sont possibles. Donc vous voyez sur ce schéma-là que toute atteinte neurologique, cliniquement, tous les spectres neurologiques sont possibles. Et si on s'intéresse aux signes les plus fréquents, on commence par la maladresse qui constitue à peu près les 87% pour arriver à l'épilepsie, pour arriver aux problèmes de gestion, pour arriver à l'équilibre, à l'épilepsie, à la dysarthrie. Donc tout le champ est vraiment étendu des manifestations neurologiques. Alors, on a parlé type AB, on a parlé type C. Il y avait à l'époque un type D, un type E, un type F qui se ressemblent en fait aux formes précédemment décrites. Et c'est pourquoi ils ne sont plus actuellement classés et ils ne sont pas reconnus par les sociétés savantes. Donc, juste pour vous dire qu'il y a un certain moment, on a pensé à ça. Alors maintenant, on arrive, comment on va faire le diagnostic? On va faire le diagnostic et c'est différent
là, vous avez un problème d'enzyme, on va aller doser l'enzyme. Et dans l'autre, c'est bien sûr la génétique, elle est dans tout, elle est dans toutes les formes. Il y a ce qu'on appelle le test de la philippine, qui a un grand intérêt, surtout dans le type C. Et grâce à une biopsie cutanée, on cultive les cellules et on les colore. Et on voit bien sûr le complexe non estérifié, du cholestérol non estérifié. Il y a la détection des biomarqueurs plasmatiques. Donc, c'est des dosages biochimiques d'oxytérol, de ligosphingolipides plasmatiques. Et bien sûr, tout ça demande une confirmation génétique. Et donc, le diagnostic prénatal, il est possible par biopsie de villosité mitochondriale et études génétiques. Alors, si on parle patient, là, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner une série, mais je vais vous dire qu'on a trouvé au service 2 cas. Ce sont 2 fillettes de la même famille, 2 sœurs. Alors la première, donc, qui a manifesté le début de la symptomatologie, il remonte à J15. Et elle a consulté à 9 mois. Il y a une consanguinité de 2e degré. Elle avait une dysmorphie, un retard des acquisitions psychomotrices, un ictère cholestatique, des signes respiratoires à J15. Et à 9 mois, elle a développé presque tout le tableau avec l'hépatosplénomégalie, l'ictère, la toux, les manifestations respiratoires, l'hypotonie. À 1 an, 4 mois, la dénutrition, la diarrhée liquidienne, avec bien sûr, bon, malheureusement, un décès à l'âge de 1 an et 5 mois. Au bilan, nous avons donc, vous voyez, un taux limite de plaquettes. Elle n'avait pas le temps de tout développer. Et là, il y a une souffrance hépatique par des gamma-GT élevés, un bilan lipidique perturbé, une TT normale, une écho-abdominale hépatosplénomégalie, l'examen ophtalmo, pas de tache cerise. Et la PBH, on avait fait à l'époque, il y a un aspect histopathologique qui est compatible avec soit gaucher, soit une lipidose. Et le dosage métabolique, grâce à la collaboration, dépistage et diagnostic par les laboratoires Genzyme. Donc, on a pu doser la sphingomyélinase qui est effondrée et on a même confirmé par la mutation génétique. Alors, la sœur, elle avait présenté le début des symptômes vers 1 mois. Elle avait consulté à 8 mois à l'occasion d'un syndrome. Elle avait un syndrome œdémateux avant. Et à 15 mois, comme vous voyez, elle a déjà un retard psychomoteur à hépatosplénomégalie avec des infections pulmonaires à répétition. Elle est toujours en vie. On l'espère bien. Alors, sur le plan biologique, elle a la même chose, bilan lipidique perturbé. Elle a une thrombopénie, une anémie, donc les signes d'hypersplénisme et d'infiltration de la moelle. Elle a une échographie, la même chose, hépatosplénomégalie. On attend encore l'examen ophtalmo. Et la même chose, dans ce programme-là d'Archimède, on a pu doser la sphingomyélinase qui était très effondrée. Et on a identifié la même mutation génétique que la sœur. J'ai pris ça sur la littérature pour vous dire qu'il y a des présentations comme ça, comme si je n'ai pas trouvé de série vraiment identifiable. Et c'est en 85, ça a été publié, une fille qui est née en 85 et qui a été publiée en 2010. Et vous voyez, depuis l'âge de 18 mois jusqu'à 18 ans, donc elle a développé progressivement les différents signes de la maladie. Il y a d'autres expériences que j'ai trouvées. Il y a même l'Europe, ils sont partis sur un protocole multinational. Ils ont pris tous les malades neurologiques adultes, des psychotiques qui ont des manifestations. Ils ont essayé de trouver un dépistage de la maladie de Niemann-Pick chez ces malades-là pour pouvoir instaurer un dépistage systématique. Ils n'ont pas trouvé de cas. C'était des suspicions, mais aucun n'a été confirmé. J'ai trouvé également une thèse du professeur Aït Omar Araba qui a publié un cas où c'est un enfant qui était quand même un préadolescent admis pour hémodialyse. Donc, il y avait une atteinte cardiaque, il y avait une atteinte neurologique, il y avait une atteinte rénale. Vraiment, donc j'ai insisté à présenter ça parce que quand même l'atteinte rénale ne figure pas parmi les atteintes classiques. Alors, pour ces moyens de diagnostic, il y a les changements en microscopie optique et électronique. Alors, vous voyez la cellule, vous voyez, elle est surchargée en cholestérol et le noyau, il devient vraiment excentré. Donc, la cellule, elle est bourrée de gouttelettes lipidiques. Il y a aussi, ils peuvent contenir ces cellules-là de la lipofychine, de la sphingomyéline et le matériel stocké, il est biréfringent. Donc, c'est l'anapathe qui peut nous poser ça.
Alors, le diagnostic, il peut se poser par, vous voyez, par méthode sanguine, c'est le dosage de la sphingomyélinase, l'étude génétique, donc pour le A et le B. Pour le C, le skin biopsy, c'est j'en ai parlé, le test à la Philippine, les tests génétiques et le diagnostic anténatal, il est prêt, il est possible. Il y a aussi, bon, le myélogramme, la biopsie hépatique et l'examen ophtalmo. Donc, c'est la contribution de tout ça en fonction de moyens de chacun pour pouvoir arriver au diagnostic. Donc, dans la mutation pour le type A, vous avez cette mutation de la sphingomyéline qui va donner un dysfonctionnement de la sphingomyélinase acide et qui va donner une accumulation de sphingomyéline et on n'aura pas de céramides qui sont les bons lipides. La deuxième mutation pour la maladie type C, vous avez que ce soit le NPC1, que ce soit le NPCE2, les deux mutations aboutissent à l'accumulation anormale de cholestérol parce qu'ils ne traversent pas la membrane. Donc le diagnostic, c'est les tests moléculaires, c'est la coloration de la Philippine, c'est le dosage, c'est donc 15% des patients, ils présentent un phénotype biochimique variant. Et c'est pour ça que la biochimie et l'histologie ne sont pas suffisants à eux seuls. Il faut soit le dosage de la sphingomyélinase qui est quand même d'un grand apport objectif et la génétique. Donc voilà les molécules qu'on peut doser, les oxystérols dans le plasma. Et donc, alors là, je vous parle juste pour vous dire que, par exemple, le test à la Philippine, quand le test il est positif, donc on est vraiment presque sûr. Quand qu'il est négatif, on est également très rassuré. Mais entre les deux, on est vraiment très gêné, on est orienté, mais il faut faire une étude, bien sûr, génétique. Donc, si je récapitule, là, c'est juste pour les jeunes. Le type A, donc la tache rouge cerise au niveau de l'œil, la maladie des poumons, la maladie hépatique, la maladie neurologique et le décès qui est précoce. Dans le type B, elle est un peu plus gentille avec un dysfonctionnement des poumons, un profil lipidique hétérogène et une thrombocytopénie secondaire à l'hépatosplénomégalie et l'infiltration, peu de problèmes neurologiques. Le type C, c'est le neurologique. Il peut être associé au viscéral, au systémique, mais c'est essentiellement le neurologique. Alors, quand suspecter une maladie de Niemann-Pick? Alors, lorsqu'on a l'un des 4 signes suivants qui sont inexpliqués, parce que c'est une maladie quand même qui est rare, il y a d'autres diagnostics qui sont beaucoup plus fréquents. Vous avez splénomégalie, la cholestase néonatale prolongée, la paralysie supranucléaire, ils ont un problème de mouvement de verticalisation ophtalmique. Ça, c'est un signe très, très caractéristique. Et la cataplexie. Lorsque l'un des signes neurologiques suivants est présent, avec une IRM cérébrale qui exclut les autres diagnostics. Et Madame Créole, elle peut bien me confirmer ça. Donc, devant des ataxies, des mouvements anormaux et les troubles, ou bien devant des troubles associés à un des troubles suivants, troubles psychiatriques, démence, épilepsie. Donc, ce qui suppose que les diagnostics différentiels sont une casse-tête chinois. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pistes et il faut savoir mener, bien conduire dans ces pistes. Et là, pour le diagnostic, je suis très contente d'avoir un laboratoire de biochimie qui a marché sur les pas du professeur Chebraoui, qui est chapeauté par Madame Fdel et qui fait vraiment un travail énorme, un travail colossal, très encouragé par la fac et très, bien sûr, aidé. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à dépister, à diagnostiquer ces malades à côté de la convention ou de l'aide qui est apportée par les laboratoires Sanofi Genzyme. Alors, y a-t-il un traitement? Oui, il y a des traitements, donc, mais elle n'est pas encore curable, la maladie de Niemann-Pick. Mais elle est éminemment traitable, Inch'Allah Ta'ala. La gestion optimale fait appel à une équipe pluridisciplinaire. On a l'enzymothérapie qui est en cours actuellement. On a la transplantation des cellules souches hématopoïétiques et d'organes et ça a été essayé avec des résultats qui sont quand même modestes. Il y a la thérapie génique
Et il y a les traitements symptomatiques qu'on utilise tous, les transfusions, les régimes pauvres en cholestérol, très discutables, la gastrostomie de nutrition, les hypolipémions, la kiné, etc. Il y a d'autres perspectives, comme les médicaments mobilisateurs de cholestérol, les neurostéroïdes et replacement, ce sont des médicaments qui sont utilisés surtout chez les adultes, le curcuma, la prégnane X récepteur. Donc je vous ai rapporté en toute fidélité ce qu'il y a dans la littérature. Et dans le futur possible, l'enzymothérapie de substitution, elle n'est pas loin d'être sur le marché avec la génothérapie. Donc pour le type A et B, nous avons peu de traitements qui ont montré leur efficacité. Le traitement est limité à des mesures symptomatiques. Il y a des essais sur l'administration intraveineuse ou par aérosol de sphingomyélinase qui sont en cours. Bon, c'est un peu disparate. La transplantation des cellules souches, je vous ai dit qu'il a été réalisé. Il y a des cas succès. Des essais de thérapie génique sont en cours et les thérapies par réduction de substrat ont peu de place dans le type A et B. Ils ont de la place dans le type C. Et voilà, donc pour le type A et le type B, c'est ça peut-être qui sera l'avenir, c'est l'olipidase, c'est l'enzymothérapie de substitution qui est, maintenant les recherches y sont menées par les laboratoires Sanofi Genzyme. Et vous avez l'article du travail qui a été publié dans le Génétique Médecine. Et donc, ils ont pris 20 patients, là c'est les pédiatriques, il y a les adultes, 20 patients pédiatriques qui sont traités pendant 2 ans. L'objectif, c'était de voir c'est-à-dire la tolérance, l'amélioration des signes fonctionnels. La tolérance, elle a été bonne. Sur les 20 cas, il y avait un cas de choc anaphylactique. Et donc, ça a été bien toléré. Il y avait une réduction du volume et de la rate, donc à peu près respectivement de 60 et de 49%. Et il y avait également pour les enfants chez qui on pouvait faire initialement le dosage du DSCO, c'est-à-dire le débit du monoxyde de carbone, il y avait une amélioration de l'atteinte respiratoire d'à peu près 46% des cas. Alors pour le type C, le traitement il est symptomatique. C'est l'orthophoniste, c'est la kinésithérapie, c'est les mesures d'accompagnement. Et vous voyez comment il est assis cet enfant atteint de forme neurologique. Donc la lourdeur de la prise en charge. Et il y a des injections de dantrolène sodique et de toxines botuliques qui ont été essayées également chez l'adulte. Un traitement modificateur de la maladie, c'est le Muglista qui est utilisé dans la maladie de Gaucher. Il a sa place dans la maladie dans le Niemann-Pick type C. Donc, et c'est un bon médicament qui a quand même aidé. Il y a l'arimoclomol. Donc, il est disponible en ATU normal, nominative actuellement dans l'Europe, qui est en cours d'essai aussi. Donc, il est utilisé, mais pas vraiment avec une efficacité sûre. Cette maladie, elle nécessite un suivi. Et vous voyez, donc c'est pas des malades, même donc on va lâcher dans la nature, c'est un suivi régulier, des atteintes neurologiques, des atteintes viscérales. Suivi de l'handicap, il y a même un scoring de l'handicap, et les neurologues, ils suivent bien ces scorings. Le pronostic, il est mauvais pour le type A. Vous avez le décès vers l'âge de 18 mois. Là, le type C, c'est vraiment la maladie un peu plus longue neurologique. Le pronostic, vous voyez, donc, il ne dépasse pas 6 ans et demi, 14 ans sur une série européenne, série française de 70 cas. Donc, c'est pas vraiment fameux. Et la prévention, elle passe de la génétique. Elle passe bien sûr par la génétique, par le diagnostic précoce. Pour la conduite à tenir, c'est juste pour vous dire que c'est l'examen clinique et beaucoup de paracliniques. Et pour conclure, c'est une maladie rare. Ce sont des maladies rares, sévères, polymorphisme clinique. Le traitement de la maladie de Niemann-Pick, il est actuellement symptomatique en attendant cette enzymothérapie substitutive. Et j'ai commencé par un air pessimiste, je termine par un air optimiste pour dire que l'espoir est la graine qui fait pousser une fleur dans une fissure, pour dire que c'est pas peut-être pour demain qu'on aura le traitement qui améliorera le pronostic de ces enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui a fait le tour des maladies de Niemann-Pick. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand même, parce que ce message, il faut le retenir. Je pense, si je peux rectifier, qu'il y a
la classique maladie de Niemann-Pick avec type A et type B, le type A neurologique, le type B en principe non neurologique. Donc c'est là où on a l'espoir de traitement, en particulier par enzymothérapie substitutive. Et donc je pense qu'on n'a pas encore fini de parler de ces maladies. Et puis la maladie de Niemann-Pick type C, où il y a des sous-types NPC1, NPC2, où les biochimistes, on n'était pas à l'aise, parce que si pour le Niemann-Pick A et B, on pouvait aller directement au dosage enzymatique et apporter le diagnostic définitif, on peut aller après faire de la génétique la biologie moléculaire pour identifier la mutation, ce qui sert dans les études familiales, etc. Mais pour le diagnostic, c'est l'enzyme qui va permettre le diagnostic. Le Niemann-Pick type C, on n'avait rien sur le plan biochimique. Il fallait, on était vraiment gêné pour les premiers cas, et il fallait aller directement à chercher les mutations. Les premiers cas que Mme Tlabaoui a fait diagnostiquer par notre collègue parisienne Catherine Caillot étaient diagnostiqués par biologie moléculaire. Mais bon, il a fallu bien sûr avoir des observations claires, etc., pour essayer d'aller directement investir, parce que c'est quand même un séquençage pratiquement. Bon, maintenant on est un peu plus à l'aise, puisqu'avec les oxystérols qui viennent d'être, c'est de la biochimie encore, la biochimie c'est la routine. Donc dès qu'on peut la faire, ça va plus vite, et ça apporte une aide au moins d'orientation, comme les oxystérols. Bon, à Lyon ils le font, on espère qu'un jour on pourra le faire à Marrakech ou à Rabat ou à Casablanca, ou en tout cas si l'un des sites, ou à Fès, des sites métaboliques qui s'intéressent aux maladies métaboliques, l'un des laboratoires le fait, ça sera un acquis pour tout le Maroc, et qui pourrait sous-traiter dans ce laboratoire. Voilà donc un petit message. Niemann-Pick A et B qui sont la maladie de Niemann-Pick classique, Niemann-Pick C qui est vraiment une entité à part en principe, avec ses difficultés diagnostiques, avec son continuum, avec la survenue chez le petit, chez l'enfant, et puis des formes psychiatriques. Donc c'est quand même quelque chose de très 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 différent, je dirais même de la... Et puis bon, sur le plan de la physiopathe, c'est pas la même chose. Là, il y a un problème de transfert de cholestérol, alors que le Niemann-Pick type A et B, c'est vraiment un blocage, une enzyme qui bloque, il y a un substrat clair, etc. Je pense que c'est une petite précision que je voulais apporter. La discussion, bon, mes deux animatrices. Oui, c'est juste un petit rajout. Donc, effectivement, merci Madame Aïtsab pour ce travail. La tâche était difficile, comme a dit le professeur Chbraoui, parce que vous avez parlé de toutes les formes, et forme A et B, on comprend, mais c'est très très loin de A et B, même s'ils portent le même nom. Donc, effectivement, la tâche était difficile. Donc, pour notre série, pour notre expérience, on a 6 cas de Niemann-Pick entre A et B. Et le diagnostic généralement a été fait parce qu'on a suspecté la maladie de Gaucher. Donc, par cette piste, on est arrivé quand même à faire le diagnostic de Niemann-Pick entre A et B. Malheureusement, tous sont décédés parce qu'ils ont fait un problème de malnutrition sévère, etc. Donc, tout le retentissement nutritionnel et l'hépatosplénomégalie et tout ce que vous voulez comme complication. Donc, malheureusement, on n'a pas un traitement de fond. Pour la Niemann-Pick C, jusqu'à maintenant, on n'a pas de cas. Pourquoi? Parce que c'est une maladie purement neurologique. Et on n'y pense pas beaucoup, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on est devant un enfant ataxique qui a un syndrome extrapyramidal, qui a une ataxie, qui a un retard de développement, qui a beaucoup de choses. Donc, on n'y pense pas beaucoup. Donc, c'est l'intérêt de ces présentations pour sensibiliser autour de la Niemann-Pick C. Chose importante en Niemann-Pick C, c'est devant un enfant qui a un retard de développement, un problème de développement, c'est le problème de l'oculomotricité, c'est la paralysie supranucléaire de l'oculomotricité, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de cette tâche qui a été un peu difficile et qui est sensibilisée autour des cas de Niemann-Pick. Vous avez un petit mot? Juste 10 secondes. Donc pour les maladies rares, quand on a un traitement, on pose la question combien ça coûte, et quand on n'a pas un traitement, on dit c'est pour quand.
En tout cas, pour le Niemann-Pick type B, c'est pour bientôt. Le lipidase, c'est pour 2025, donc c'est pour très bientôt. Et alhamdoulilah, avec les conseils de Sa Majesté le Roi, donc on aura une couverture, Inch'Allah, sociale pour tout le monde. Et peut-être qu'on aura une meilleure prise en charge de toutes les maladies. Et c'est ce qui, en tout cas, une meilleure qualité de prise en charge de la santé est un indicateur de la richesse de chaque pays. Je vous remercie. Bien, je passe la parole, si vous permettez, à Dr Talbaoui pour nous dire, pour la série du laboratoire de CHU de Rabat, de Niemann-Pick A et B, de souvenirs, un petit peu, parce qu'on a une grande série quand même. Et c'est là, s'il vous plaît, madame. Voilà, madame Talbaoui. Et Niemann-Pick type C, bon, c'était pas forcément des malades de Rabat, forcément de Rabat, mais si, quand même, mais bon, peut-être pas dans l'équipe de madame Créoul, puisqu'elle a dit qu'ils n'ont pas de cas. Bon, nous en avons quand même diagnostiqué pas mal. Allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bon, je vous remercie, M. Chefraoui. Je remercie les organisateurs pour ce congrès, en fait, qui a fait l'ébauche des maladies métaboliques. Bon, je reviens dans le passé parce qu'en fait, quand j'étais à l'hôpital d'enfants, on avait diagnostiqué justement une dizaine de cas entre type A et type B. Bon, le type C, c'est vrai qu'on avait deux cas. Mais on n'avait pas de suivi plutôt. Donc c'était, je me rappelle plus, c'était de quel service, l'origine en fait des services. Je pense que c'est Dr Adman. Alors donc c'est vrai que c'est des cas qui, comment dirais-je, surtout le type A, qui décèdent très très vite. Et dans le temps, il n'y avait pas de prise en charge en fait. Donc pour le suivi de ces patients, donc on n'avait pas une suite. Pour le diagnostic, donc c'est vrai qu'on faisait la sphingomyélisase dans les leucocytes et donc c'était en collaboration avec professeur Caillou, Catherine Caillou. Bon, c'était dans les leucocytes et l'enzyme était déficitaire. Et donc pour le type, ça c'est pour le type A. Le type B, donc c'est vrai que la neurologie, la teinte neurologique, c'était plutôt la splénomégalie avec la teinte hématologique. Et bon, c'est vrai que la suite pour la prise en charge, on n'avait pas une suite. C'est pour ça que je... Merci Madame Talbaoui pour votre... voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis les organisateurs nous demandent de s'arrêter. Merci aux deux orateurs de cette session et bravo à l'équipe.